Je vais essayer de compléter la présentation historique qui a été faite par Adrien en essayant d'éclairer la digestion doctrinale qui a été opérée par la France de 2007 à 2017. Pour cela, j'ai feuilleté un ouvrage collectif qui est paru en ce début d'année, intitulé « Notre intérêt national, quelle politique étrangère pour la France ?» Alors, dans ce livre, on retrouvait des universitaires reconnus, Camille Grand, qui est l'actuel secrétaire général adjoint de l'OTAN, Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, Pierre Grosser, historien des relations internationales à Sciences Po, et de nombreuses personnalités politiques. Hubert Védrine, dans son article, parlait d'une refondation des relations avec Berlin, d'un dialogue plus apaisé avec Moscou. Jusqu'ici, je peux être d'accord avec lui. Peut-être moins sur Berlin que sur Moscou, mais on verra après. Sylvie Goulard, qui était là également, parlait d'une relance du couple franco-allemand. Alors le couple a une certaine résonance dans sa bouche. Et d'un plaidoyer pour un changement d'échelle. Donc un changement d'échelle total pour placer les intérêts français au niveau européen. Elisabeth Guigou, elle, nous livrait sa conception de la souveraineté découpable comme un camembert de Trivial Poursuite. Comment elle n'arrivait pas à articuler une plus forte légitimité démocratique et une consolidation de la zone euro. Et Jean-Pierre Raffarin, pour tout avouer, j'ai rien compris dans le livre, ça au moins c'était fait. Donc, à travers ce livre, j'ai dégagé 3 problématiques qui fait que nous avons été, que nous n'arrivons plus, nous citoyens français, à reconnaître la diplomatie française depuis 10 ans. Donc, une compréhension dévoyée de la notion de standard de civilisation, donc d'hégémone normatif, et le refus d'une approche réaliste, que ce soit sur les thèmes de la coopération ou de l'intégration, justement, dans le cadre de l'Union européenne. Donc sur la notion de standard de civilisation. En 1992, dissolution de l'URSS. On commence à parler de la fin de l'histoire, du moment unipolaire. Nous arrivons à une nouvelle redéfinition normative de la société internationale et une nouvelle ère pour le principe impérial de la domination universelle. Donc les années 90, on redécouvre lors du bicentenaire du projet de paix perpétuelle de Kant, l'œuvre de paix perpétuelle justement de Kant, et les études d'Habermas en Allemagne retrouvent un nouvel essor. Ce principe impérial est porté aux États-Unis par le tandem Bill Clinton-Madeleine Albright. Ce standard de civilisation qui comprend démocratie de marché et accomplissement des droits de l'homme crée une nouvelle hiérarchie libérale de la société internationale qui permet, de tracer des lignes de séparation lorsque les progrès de certains États ne sont pas accomplis. C'est le cas de la Russie. La Russie, qui était dans les années 90 considérée par les États-Unis comme une démocratie illibérale, aujourd'hui devient un autoritarisme révisionniste. Donc c'est une vision vraiment en grille de couleur d'ONG. De tracer une ligne de sang lorsqu'une punition est décrétée. Je pense que l'exemple de la Serbie de 1993 à 2000 est tout à fait illustratif de cette notion. Donner une équivalence entre la liberté de l'individu et la souveraineté étatique, deuxième point de ce standard. Troisième point, garantir la sécurité collective avant tout pour les démocraties et non plus pour tous les États indépendamment de leur régime politique. Donc nous, Français, depuis la Renaissance, nous étions maîtres du principe de souveraineté et de l'équilibre des puissances à travers le cardinal de Richelieu, son bras droit le duc Henri de Rohan, le chancelier de Louis XV, Henri-François d'Aguesseau, et c'est nous-mêmes qui avons créé à l'époque un hégémone normatif qu'on appelait le droit public de l'Europe, qui avait succédé au Ius Intervenientes de Francisco Victoria et qui précédait le droit international qu'avait énoncé Jeremy Bentham en 1789. Sur la notion d'équilibre, je voudrais lever un tabou qui est assez répandu dans le camp souverainiste. Le nom de 2003 à la guerre en Irak est l'éphémère axe Paris-Berlin-Moscou qui a soi-disant émergé. De très mauvais exemples. Car quand on parle d'axe Paris-Berlin-Moscou, depuis le 19e siècle, c'est-à-dire l'intégration de la Russie dans le concert européen et l'unification allemande, il a toujours été une priorité pour la France. On le voit dans les écrits d'Anatole Leroy-Beaulieu, de Jacques Bainville, puis après dans les positions du général de Gaulle, de dialoguer directement avec la Russie à revers de Berlin, pour empêcher que la puissance centrale allemande prenne trop d'importance. Deuxième point sur ce nom de 2003, il n'y a pas eu de rééquilibrage réel de la puissance américaine.
il y a eu du sous-équilibrage de la position unilatéraliste de Washington. Mais ce n'est pas un équilibre des puissances. La communauté de sécurité transatlantique est demeurée intacte et le partage des valeurs a été réassuré maintes fois par Paris. Et c'est utile de voir, comme disait Adrien, Macron qui arrive, on nous ressort le retour d'une politique gaulo-mitterrandienne quand Vladimir Poutine arrive à Versailles. Mais lors de la conférence de presse commune, on voit bien que Emmanuel Macron dit nous serons intransigeants sur nos valeurs dans votre pays. Donc moi je n'appelle pas ça un rééquilibrage vis-à-vis d'une puissance indépendamment de son régime politique intérieur. 2007-2008, l'arrivée de Nicolas Sarkozy, on a une rhétorique assumée d'un centre civilisé et civilisateur face à des peuples périphériques encore en état de barbarie. Donc on voit une résurgence du comportement colonial. Comme exemple, on a le discours de Dakar, que Nicolas Sarkozy prononce en disant que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Alors, faire une plus grosse erreur sur le continent africain, je crois qu'on n'a pas fait mieux depuis Jules Ferry qui s'est lancé dans ses expéditions. Le discours de Nicolas Sarkozy sur l'Afghanistan, en 2008, lorsqu'il parle vraiment que nous ne laisserons jamais les barbares triompher. Il reprend également un discours qui a été énoncé par l'analyste militaire Thomas Barnett en 2004 de la dialectique entre le centre civilisateur et la périphérie qui doit être intégrée par la force, si nécessaire, dans la globalisation néolibérale. 3 exemples à travers des citations et des phrases qui ont émaillé cette période 2007-2017. Le cas libyen. Nicolas Sarkozy dit « Mouammar Kadhafi ne doit pas se considérer à l'abri de son propre peuple. C'est la première utilisation internationale du concept de responsabilité de protéger, ce qu'on appelle la R2P. C'est la nouvelle arme de la hiérarchisation libérale, comme paravent au militarisme humanitaire et à ses opérateurs, que Adrien a bien décrit tout à l'heure. On assiste à un processus de reconstruction chirurgicale devant amener les sociétés dites entravées dans leur liberté à la modernité. Donc on assiste également à une dénaturation du principe interétatique adopté pour la régulation des conflits. Donc les États deviennent un instrument au service de leur peuple, et on en revient, à travers les discours britanniques, américains et français, à l'idée de protectorat et de tutelle légale qui peut être posée sur un État. Pourtant, ces notions qui avaient été exclues par l'article 78 de la Charte des Nations Unies. Deuxième phrase prononcée par la diplomatie française, Laurent Fabius, été 2012, « Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre ». Donc Laurent Fabius s'est approprié la catégorie d'État voyou qui avait été définie à la fin de la présidence Carter et prôner le déclenchement d'une guerre juste contre la Syrie. Le boucher de Damas est considéré comme hors de la société internationale et une polémos, au sens grec, doit être menée jusqu'à annihilation de son régime. Encore une fois, échec sur toute la ligne. Cette position de guerre unilatérale ou préventive qui avait été énoncée dans la doctrine de sécurité nationale américaine de 2002 était adaptée sur mesure aux États-Unis. Ça ne servait à rien que nous la reprenions. Il ne sert à rien de se positionner en fer de lance de la promotion du standard de civilisation si l'hégémone normatif américain lui-même n'est pas sur la même ligne et si l'on ne possède pas les capacités matérielles pour assurer nos paroles, pour que les actes suivent nos paroles. Donc là, je vous renvoie au livre de John Rawls sur la théorie du droit des peuples et sur Michael Walzer qui a réadapté la notion de guerre juste et de guerre injuste dans son ouvrage paru en 1999. Troisième citation de cette période, notre bon Jean-Claude Juncker. Il ne peut y avoir de démocratie contre les traités européens. Troisième exemple. Le constitutionnalisme économique de l'Union européenne et l'incertitude qui constitue le fait politique, considéré comme un obstacle sur la voie de l'histoire universelle et du monde postmoderne. Conséquence, comportement colonial de la France et de l'Union européenne à l'encontre du peuple grec. Lorsqu'une nation, et là je prends le cas de la Grèce, accepte l'acquis communautaire, elle n'a aucun pouvoir de le renégocier. On en revient aux traités inégaux du XIXe siècle. La procédure de monitoring et de surveillance et de tutelle exercée par l'Eurogroupe, par la Troïka, par Bruxelles, rappelle la théorie de la souveraineté limitée qu'avait énoncé Brejnev entre 1968 et 1972. Il n'y a aucune différence. Le droit de subordination
que instaure Bruxelles en fait une puissance impériale et normative et donc oppressive pour les nations européennes. Deuxième grand point, l'intégration continue comme illusion de la puissance. L'Union européenne a été établie, soi-disant, comme un panthéisme économico-politique censé prévenir les conflits et faire face à un monde d'interdépendance de plus en plus complexe. Dans ce cas-là, nos élites françaises ont adopté une approche libérale de l'engrenage sectoriel, donc qui a été définie par le politologue Andrew Moravcsik, et dont le principal héros de cette approche est Sylvie Goulard en France. Ça s'est vu au Parlement européen. 2 points de cette approche. L'élite des groupes sociétaux significatifs, les hauts fonctionnaires, les techniciens économiques, les industriels et le grand patronat, verraient mieux leurs intérêts satisfaits dans un espace de décision plus large. 2e point de cette approche, les gouvernements, à travers les institutions européennes, bénéficient d'une plus grande marge de manœuvre pour contrôler l'agenda vis-à-vis de leurs propres acteurs sociétaux internes. À cela, moi j'y oppose une approche réaliste statocentrée. Chaque État qui rejoint une institution le fait avant tout pour maximiser les avantages que peut lui procurer cette adhésion. Et c'est ce que nous a appris le général de Gaulle dans les années 60. Par ses obstructions, après avoir obtenu la PAC, donc par ses obstructions politiques de la chaise vide, double refus de l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union, il a imposé la survivance du politique face à l'économique. Si bien que le théoricien même des politiques d'intégration par l'engrenage, qui était Ernest Haas, a publié lui-même un ouvrage en 1972 intitulé « L'obsolescence de l'intégration régionale ». Donc il est parti de la promotion de l'intégration libérale à la réfutation complète de sa matière en regardant l'expérience du général de Gaulle dans les années 60. De Gaulle nous a appris que la souveraineté, et donc la liberté des peuples, est une condition non négociable dans un processus d'intégration et ne doit pas céder, surtout pas céder, aux approches fonctionnalistes qui arguent que seul un système d'arrangement multiniveau est viable dans un monde dominé par un accroissement des échanges. C'est faux, car le politique refuse tout déterminisme socio-économique. Là, je renvoie aux ouvrages d'Alasdair Roberts, dans La logique de discipline, et de Danny Roderick, dans Le paradoxe de la globalisation, qui montrent que les marchés, la toute-puissance des marchés et la légitimité démocratique ne peuvent pas coexister. Les enseignements réalistes du général collent également avec la vraie histoire de l'idée européenne, pas celle que nous avons vendue à travers Jean Monnet et Robert Schuman. 3 points de cette histoire de l'idée européenne. Le maintien des souverainetés est intact. Hormis l'expérience qu'il y a eu dans les années 1820, où un politologue allemand du nom de Konrad Fieseldek avait prôné l'instauration d'une union économique et monétaire totale avec une armée européenne complète, tous les projets d'union ont maintenu les souverainetés intactes. Une promotion de l'idée d'unité par un pays ou un souverain souhaitant faire prévaloir sa position sur le continent, c'est le cas de Philippe IV, de Philippe le Bel, avec son juriste Pierre Dubois, qui prônait à un moment l'unité européenne. Ce fut le cas d'Henri IV et du duc de Sully pour briger l'hégémonie des Habsbourg en Europe. Et ce fut le cas aussi du politologue allemand Constantin Franz, qui disait que l'Union européenne, dans les années l'Allemagne dans les années 1880, devait créer une fédération centre-européenne afin de s'opposer au collectivisme russe à l'Est et au républicanisme libéral anglo-saxon à l'Ouest. 3e point de cette idée européenne, l'adoption d'un droit de coordination entre les États. Le droit de coordination est important car nous vivons en ce moment en droit de subordination totale. Erreur de la France complète sur cette approche de l'intégration. Donc elle se contraint à une politique de coopération, donc elle ne parvient plus à tirer de gains significatifs, mais qu'elle pratique soit par servilité, soit par peur du déclassement en cas de changement de paradigme international. Donc 3e grand point, faut-il coopérer pour stabiliser à n'importe quel prix? Donc depuis 2008, projet de réintégration dans le commandement intégré de l'OTAN, signature du traité de Lisbonne, Paris choisit de coller aux puissances qui constituent le pôle dominant dans chaque régime coopératif à laquelle elle est partie prenante. Nicolas Sarkozy pensait que le maintien d'un équilibre unipolaire, donc favorable aux États-Unis, serait plus profitable à la France qu'une phase de transition de puissance qui engendrerait de violentes contractions sur la scène internationale. De l'autre, en anticipant un possible ordre post-hégémonique,
Il souscrit à des mécanismes de régulation à travers la signature du traité de Lisbonne et l'adhésion au principe communautaire, à des mécanismes de régulation qui ne nécessitent pas d'impulsion centralisée, ce qu'on appelle la bonne gouvernance. C'est quelque chose qu'on entendait avant plus souvent dans les pays du tiers-monde, Amérique latine et Afrique, quand on leur disait, le FMI leur imposait des clauses de bonne gouvernance. La France a digéré ce concept. On a épousé donc une théorie, et la théorie du stabilisateur hégémonique au sein d'un empire coopératif. Deux inversions pratiques de cette théorie, de stabiliser chaque hégémone dans chaque régime coopératif à laquelle nous appartenons. Le danger de guerre commerciale et militaire provient d'un manque de fermeté de la puissance dominante et non d'un excès de domination. Ce qui explique, comme a dit Adrien, que Paris devienne néoconservatrice quand Washington l'est moins. Et de l'autre côté, en Europe, que Paris colle aux positions d'Angela Merkel sur le cas espagnol en 2012, alors que Madrid aurait souhaité notre appui contre l'Allemagne, et évidemment sur le cas de la Grèce, lorsque nous avons collé aux positions de Angela Merkel et Wolfgang Schäuble pour abattre économiquement encore plus la Grèce qu'elle ne l'était déjà. Deuxième point dialectique intéressant de cette théorie du stabilisateur hégémonique, le principe d'exploitation du petit par le grand est changé par le principe d'exploitation du grand par le petit. Donc les États-Unis peuvent se permettre de dénoncer, ça a été le cas sous Obama, encore plus sur Trump, les passagers clandestins de l'OTAN sur les budgets de défense. Donc nous, les Européens, exploitent les États-Unis sur la politique de défense. Sur le plan européen, alors que l'Allemagne saigne la Grèce, les Grecs sont devenus des tricheurs et des profiteurs. Donc c'est le petit qui exploite le grand système. Encore une fois, De Gaulle, dans son approche réaliste de la coopération, nous a appris que les puissances secondaires, aujourd'hui, les puissances secondaires comme la France, sont concentrées sur les gains absolus qu'elles peuvent retirer sur le plan économique à moyen terme, tandis que l'État hégémonique, les États-Unis, qui a créé lui-même ses régimes coopératifs et donc les règles du jeu et la matrice des gains, eux se concentrent sur les gains relatifs à long terme en termes de puissance et de sécurité. Donc si l'actuelle coopération procure des pertes relatives aux États-Unis et ne leur permet plus de maintenir l'écart de puissance nécessaire face aux puissances secondaires comme nous, ils n'hésiteront pas en tant qu'État hégémonique à y mettre fin, quitte à créer un régime plus favorable plus tard. Nous avons deux exemples qui rejoindront ce que disait Norman et qui rejoindraient Adrien. La sortie unilatérale des accords de Bretton Woods par Nixon en 1971. De Gaulle avait essayé d'anticiper, poussé au dépassement de ces accords de Bretton Woods, car il sentait que les Américains, tôt ou tard, allaient changer la matrice des gains et les règles du jeu. Deuxième cas de sortie unilatérale, l'abandon du traité ABM en décembre 2001, traité qui avait été signé en 1972 par l'Union soviétique et les États-Unis. Deux ruptures unilatérales. Les États-Unis n'avaient plus de concurrents et d'équilibre bipolaire pour signer un tel traité, donc ils n'ont plus besoin de s'embarrasser de ne plus créer de système antibalistique. Concernant l'Allemagne et la zone euro, et concernant notre position, alors que les gains pourraient être bénéfiques à notre avantage si nous sortions en premier, nous faisons toujours dans cette lignée de la stabilité hégémonique, le choix du pire en permettant à Berlin de reproduire son statu quo économique et de continuer à pointer son viseur contre nous et pour nous affaiblir encore plus. C'est le plan même économique qu'il y avait dans le programme de François Fillon et qu'il y a aujourd'hui dans le programme d'Emmanuel Macron. Deux points sur cette position allemande. Un article que j'ai relevé qui est paru en août 2015 dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung par le politologue allemand Herfried Münkler, intitulé « Nous avons l'hégémonie ». Donc là, nous sortons de la crise grecque. Tsipras et Varoufakis sont pliés par l'Eurogroupe. Herfried Münkler appelle Berlin, la chancelière et Wolfgang Schäuble, à combattre par tous les moyens, je souligne, les forces centrifuges de l'Union européenne et de la zone euro. Deuxième point qui nous concerne, nous et Berlin, le contrôle exercé par Berlin sur une partie de notre complexe militaro-industriel à travers le terme de coopération. Toujours le terme de coopération. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y aura une armée européenne dans la continuité de la politique européenne de sécurité et de défense. Par contre, il y aura
de la part de Berlin, une volonté de contrôle de la chaîne de financement et de commandement sur des activités relevant de notre souveraineté exclusive. Je pense notamment au cas Airbus, dirigé par un Allemand, Thomas Enders, et la branche défense et espace d'Airbus, basée à Munich, choix symbolique, dirigée par l'Allemand Bernhard Gewert. Ces deux branches contrôlent le financement et la production du missile M51, le missile balistique qui sera tiré depuis nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et notre satellite d'écoute et de renseignement électromagnétique MUSIS. Donc, activité de renseignement stratégique qui relève de nos souverainetés exclusives et non partagées. Je peux, sur le plan symbolique, qu'on puisse, même si ça m'emmerde profondément, qu'on ait un fusil allemand dans nos forces d'armée de terre. Une partie de l'état-major de l'armée de terre, apparemment, est content. Moi, je trouve que c'est vraiment une capitulation. Mais sur ces activités revenant de souveraineté exclusive, il faut ne rien lâcher sur ce dossier. Donc, pour finir, allons-nous accepter une approche réaliste de notre politique étrangère en refusant toutes les greffes doctrinales que nos académiciens et nos politiques, toujours prompts à regarder vers Washington ou Bruxelles, veulent nous imposer? Ou continuerons-nous la marche forcée vers encore plus de vassalisation, avec toutes les conséquences sociales et politiques qu'elles engendreront? Je vous remercie.